J'avais envie à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, à la base, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit, initialement, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières, et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements. Donc si tu as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Une discussion avec des femmes entrepreneurs, activistes, stylistes, mannequins, des femmes bien décidées à se battre pour faire bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable et moins polluante pour notre planète. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je dresse le portrait de ces femmes engagées. Cette semaine, je donne la parole à Élise Janoville, la créatrice de la marque de lingerie Panapana. Élise est brésilienne et dans cet épisode, elle nous raconte son enfance au milieu de la nature. Le lien entre l'agriculture et la mode n'aura jamais été aussi vif. Avec l'histoire d'Élise, on prend conscience que les deux sont intimement liés. Cette discussion est un voyage au cœur des champs de coton brésiliens des années 1980, décennie de sa naissance, jusqu'à aujourd'hui. Élise nous raconte sa prise de conscience, sa remise en question permanente et son besoin de puiser dans ses racines. J'ai été très émue en enregistrant cet épisode, j'espère que vous le serez autant que moi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Élise, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Alors, on va commencer par une question toute simple. Panapana, ça veut dire quoi? Alors, Panapana, c'est un mot de la langue guarani, des Indiens, donc guarani, qui étaient à peu près partout dans le Brésil. Et c'est un mot qui veut dire, qui décrit en fait un phénomène qui se passe énormément pendant l'hiver, la pluie, on appelle ça la pluie en fait, l'hiver. C'est quand on voit un groupe de papillons se déplacer d'un coup, qui se déplacent en période de pluie et ça crée en fait des nuages. Ça doit être très impressionnant, joli. Oui. Et en fait, un pana, c'est un papillon. Un panapana, c'est un groupe de papillons. Et je trouve ça chouette de pouvoir, même sans faire exprès, on a quand même réussi à garder quelques éléments de ces peuples, qui est le vrai peuple brésilien, quoi. Et donc voilà, panapana, c'est ce phénomène qui se passe beaucoup chez moi d'ailleurs. Voilà. Ok, donc c'est un peu un hommage à tes racines, au Brésil d'origine, quoi. D'origine, oui, du nord-est du Brésil, en fait. Ok, très bien. Donc tu es brésilienne, on le comprend. Ça s'entend. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance au Brésil, savoir comment ça s'est passé, où est-ce que tu as grandi, quelle éducation tu as reçue pour qu'on comprenne un peu la personne que tu es devenue aujourd'hui? Oui, ça a l'air un peu foufou. Concrètement, j'ai grandi à João Pessoa, c'est la capitale de mon état, Paraíba. C'est au nord-est, c'est très loin de Rio, très loin de São Paulo, et même un peu plus loin que Bahia, même si Bahia, c'est dans la même région que moi, en fait. Voilà, donc pour donner une idée, c'est la même région que Bahia, mais Bahia, c'est beaucoup plus dans le sud. C'est franchement une vraie enfance campagnarde. Vraiment. On était à João Pessoa, mais on allait surtout tout le temps chez mon grand-père, qui est donc dans la campagne, dans les terres, on appelle ça. Et franchement, juste le voyage, ça faisait 7 heures en voiture. Parce que beaucoup de routes en terre, pas... Et j'ai grandi, j'ai habité là-bas jusqu'à 12 ans.
Donc j'ai vécu vraiment sans. C'est pas que je ne connaissais pas. Je savais que, il y avait la France et tout ça, mais rien de ça était important en fait. On entendait. Et déjà en fait à l'école par exemple, on allait dans une école qui était Montessori. Et donc c'était dans la campagne, mais c'était quand même Montessori et j'avais quand même des cours d'anglais. Mais voilà, c'était comme si on donnait des cours d'anglais, je sais pas moi, au milieu de nulle part, parce que c'est vrai, c'est le milieu de nulle part en fait. Et dans une famille très grande. Voilà, mon père, il a 13 frères et sœurs. Et ils ont eu chacun 4 enfants environ. Et c'était tous des mecs. J'avais que des cousins. Et nous, on passait beaucoup de temps avec eux, vraiment. Et mon grand-père, il avait une maison de campagne. Quand on allait passer toutes les fêtes, les jours fériés, tout ça, on passait dans cette maison. On dormait tous dans le salon. Et vraiment tous ensemble, il n'y avait pas de mur quasiment, il n'y avait pas de chambre, il n'y avait rien qui était séparé à part la cuisine qui était ailleurs, parce que c'était tellement grand. Genre la table a été construite en pierre, parce qu'il n'y avait pas, ça n'existait pas une table, on ne pouvait pas juste acheter une table de cette taille, 30 personnes. Et on faisait la queue pour tout. Je me rappelle de faire la queue le matin pour prendre le café, la queue pour prendre le pain, la queue pour brosser les dents. Tout était comme ça, quoi. Mais vraiment, un peu sauvage, c'est vrai. Au début, par exemple, il n'y avait pas de lumière chez nous. Dans cette maison de mon grand-père, il n'avait pas de lumière, par exemple. Il n'avait pas de l'eau courante. Il y avait... Voilà, et c'était... après, oui, c'est venu. Mais jusqu'à l'âge de 8 ans, on vivait un peu de manière très simple. Et c'était pas vraiment grave, en fait. Voilà. Et tu y retournes souvent ? Alors, j'ai passé longtemps sans y aller parce que quand j'avais 12 ans, justement, mes parents, ils ont déménagé à Brasilia. C'est quasiment le seul frère qui est parti, donc assez loin. Et donc, on faisait beaucoup l'aller-retour. Jusqu'à ce que j'ai dévié un adulte, à 18 ans, je commençais à travailler, j'ai fait déjà des stages, parce que j'étais journaliste, justement, je faisais une école de journalisme au Brésil. Et je me suis un peu détachée de cette manière que mes parents ils avaient, et d'ailleurs, je pense que j'avais aussi besoin de voir autre chose, parce que la famille est omniprésente, quoi. Donc j'avais un peu besoin de me détacher de cette omniprésence de cette famille. Et donc, oui, j'allais à Rio, j'allais à São Paulo. C'était à l'époque, c'était chic, c'était ce qui faisaient mes copains. Donc, oui, j'ai passé quand même 10 ans sans y aller. Ah oui, quand même. C'était une vraie coupure, oui. Et après, tu as eu envie d'y retourner ? Alors, c'était ma sœur, en fait, elle est repartie habiter là-bas pour faire ses études de médecine. Et mine de rien, c'était compliqué de ne pas voir ma sœur, quoi. Ça, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai commencé à y aller comme ça pour aller la voir. Mais j'allais pas donc dans la ville de mon père. Parce que ma sœur, elle habite à João Pessoa et c'est vers la côte. C'est la capitale, donc c'est sur la plage. Donc, j'allais quand même à la plage, mais j'allais pas dans les terres. Parce que compliqué, 7 heures de voyage, il faut trouver le temps de rester aussi. Et je voulais pas forcément rester. Et donc, c'est depuis que mon fils il est né, mon fils il a 4 ans maintenant, où j'ai commencé vraiment à y aller tout le temps et je faisais les 2 voyages. Donc, pour vous donner une idée, en fait, je pars d'ici à minuit. J'arrive là-bas, donc à São Paulo à 5 heures du matin. De São Paulo, je prends un autre avion pour aller à Recife. De Recife, je vais à João Pessoa. Et après, j'ai pris une voiture et ça me fait encore 7 heures de voyage pour aller jusqu'à mon grand-père. Et puis, toutes mes tantes, il faut manger dans chacune des maisons. Il faut trouver le temps de parler avec chacune et voir les amis. Enfin, voilà. Et donc, oui, ça fait au moins 4 ans maintenant que je fais les allers-retours pour voir ma sœur. Et notamment en 2018, septembre 2018, j'ai quitté donc mon ancien travail au Galeries Lafayette ici. Et je suis partie pendant 1 mois. Et je suis restée que là-bas. Et c'est là vraiment où j'ai eu un vrai déclic, quoi. C'était, en fait, je me suis rendu compte que tout mon travail créatif jusqu'ici puisait dans mes racines. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris là-bas quand j'étais enfant, c'est ce qui me faisait plus vibrer. Et voilà, oui, grosse remise en question déjà, du fait que je travaille dans la mode et que j'ai eu quand même une overdose un peu de produits, de manières, de tendances, de codes sociaux, tout ce qui était... c'est pas forcément mauvais, mais voilà, moi j'avais atteint quand même une limite.
Et cette limite, elle avait vraiment besoin de revenir à zéro. Et c'était parfait d'être chez moi et de remettre ce niveau à zéro pour pouvoir redémarrer une nouvelle méthode créative. Ok. Et c'est à ce moment-là où je me suis retrouvée face à ce coton, qui est le coton parce qu'en fait, il a été mis au point dans les années 80. Donc ça veut dire que moi, quand je suis née en 82, il existait déjà. Et donc ça se faisait déjà. Et à l'époque, c'était un exploit, enfin, de pouvoir créer ça. C'était très important, mais ça n'a pas eu un impact important dans le monde entier. C'est-à-dire que ça a eu un... Oui, c'était chouette, c'était beau, mais c'était pas universel, quoi. Ouais. C'est que là, maintenant, on commence à le voir un peu partout. C'est que là, on commence à se dire « Ah ouais, ça, c'est chouette. » Oui, parce que c'est du coton naturellement coloré, en fait. C'est ça qui a été mis au point dans les années 80. Oui. Donc un coton brun, kaki, écru, naturellement de ces couleurs-là. Oui. C'est dingue. C'est un peu dingue. L'histoire aussi, elle est un peu folle. C'est que le Brésil a été quand même le premier exportateur de coton jusqu'aux années 50. C'était énorme, en fait. Il était le premier, vraiment. Et du jour au lendemain, il y a une bête qui s'est installée dans les champs. Et cette bête, en fait, elle mangeait la fleur du coton. Et ça veut dire qu'en fait, le coton, il ne se produisait plus. Au lieu de faire une fleur et un coton, il ne se passait plus rien après. Donc, des champs complètement vides. Voilà, pas un fil. Et donc, cette bête, bien évidemment, elle a arrêté la production du coton du jour au lendemain. Ça nous a pris, je ne sais pas, plus de 20 ans de recherche pour se rendre compte qu'il y avait... des manières, on a tout testé, hein, même les produits chimiques, voilà. Et c'est justement à ce moment-là, on voyait le coton pousser sauvagement. C'est-à-dire que des fois, il avait dans des champs, sans que personne n'ait vraiment planté ce coton, il poussait. Et bien évidemment, ça faisait, c'était curieux, quoi. Donc ce phénomène-là, il a été observé par des scientifiques. Ils prenaient les échantillons de coton, ils le regardaient à la loupe. Et en regardant vraiment de très près, ils ont commencé à comprendre que la plupart du temps, ce coton, il avait des fils marrons. Et c'est en croisant ce coton qui a l'air quand même plus résistant que d'autres aux maladies. Ce coton, il avait l'air totalement résilient et libre. tout ce qu'on aime, quoi. En fait, ça parle de nous, en fait. Et donc, cette résilience, elle a été observée pendant des longues périodes. Et en croisant les graines naturellement, comme on fait avec les fleurs, il replantait les graines, il récoltait des cotons à chaque fois un peu plus bruns, jusqu'au jour où il était vraiment marron. Il faut savoir quand même que cette technique, elle a été développée aux États-Unis, en Californie et en même temps au Brésil. Et aussi, à cette période, on a commencé à mettre en place des pratiques biologiques. Pourquoi ? Parce que déjà, c'était très simple d'utiliser des pesticides, oui, mais par contre, le pesticide, il ne réglait pas tout. En fait, ce qu'ils ont découvert, c'est que dans certaines périodes de l'année, si on plante le coton, il va faire trop froid pendant qu'il est en fleurs, et la bête, elle ne pourra pas survivre à ce froid-là. Parce qu'il faut savoir que chez moi, il fait très très chaud. Oui, c'est vraiment une chaleur épouvantable. Mais par contre, il y a des périodes de froid dans les montagnes. Parce que comme c'est élevé, forcément, c'est plus froid. Après, on se base aussi sur le fait qu'on n'a pas besoin de pesticides pour donc protéger la fleur. Vu que c'est une fleur qui est quand même très adaptée à ce sol, elle a muté en fait. Et la autre chose aussi, c'est que ce coton, il a une particularité aussi, c'est qu'il est très économe en eau. Pourquoi ? Parce que déjà, le coton, il faut savoir que le coton, c'est quand même un truc qui boit énormément de l'eau. Et c'est aussi source d'angoisse. En Asie, par exemple, il est en train de détruire vraiment le terrain. Mais celui-là, en fait, il est irrigué exclusivement par pluie. C'est-à-dire que nous, on ne déplace pas l'eau pour irriguer nos champs. De toute façon, ça va pousser. Ça, c'est une certitude. Après, si c'est une année où il pleut beaucoup, les pieds, ils vont pousser beaucoup. Ça fait ma taille. Ça peut faire 1m75, un pied de coton. Et donc, beaucoup de volume. Après, s'il pleut pas du tout, il suffit vraiment d'une pluie, une petite pluie, pour qu'il puisse développer quand même son pied et faire quelques cotons. Après, par exemple, cette année, on a eu très peu de pluie, ou la pluie, elle est arrivée trop tard. Et je me rappelle que
En septembre, j'avais appelé Francisca, ma fournisseuse, et elle m'a dit, écoute, là, ils m'ont dit que c'est mort, il n'y aura pas de coton. Et en fait, 3 jours après, il a plu. Et en octobre, quand je suis arrivée, on a récolté des tout petits pieds qui étaient trop mignons et qu'il avait vraiment beaucoup de coton, quoi. C'était génial à voir. C'est une expérience d'une vie, quoi. On ne rentre plus de la même façon, on ne voit plus le monde pareil, en fait. Et donc voilà la particularité de ce coton qui avait une vraie volonté d'exister. Hein. Qui est sauvage et qui a poussé un peu comme ça et qui... Aujourd'hui, il est planté vraiment. Ouais. On le plante vraiment, on le sépare par couleur, c'est très organisé, mais il faut savoir que oui, à l'origine... il poussait quand même tout seul dans des coins. Ouais. D'ailleurs, dans les champs, il y a plein de choses qui poussent aussi. Les haricots, le maïs. Le maïs, c'est planté vraiment, c'est un envie, mais il y a d'autres choses qui poussent tout seul, par exemple des plantes qu'on ne connaît pas ici, mais qu'on mange là-bas aussi, donc on peut aussi récolter des choses qu'on mange au même temps que le coton, quoi. C'est une terre super aride, c'est caillouteuse, et du coup, c'est quand on regarde en fait cette terre, on se dit il n'y a rien qui pousse ici. Il y a quand même du coton qui pousse et d'autres choses. C'est du maïs, des haricots, comme quoi. Ouais. Et puis, il y a autre chose aussi que je trouve géniale par rapport à la culture du coton, c'est que c'est biologique, mais en dehors de ça, ça fait partie de l'agriculture familiale. Et l'agriculture familiale, c'est aussi important qu'une certification, parce que ça veut dire que les gens qui sont en train de pousser ce coton, ils travaillent aussi avec... ils font pousser des choses pour leur subsistance. Donc, ils vont aussi pouvoir avoir des choses pour manger toute l'année. Et c'est des familles qui cultivent le coton, en fait. Aujourd'hui, on est plus de 80 familles à cultiver. C'est leur jardin, donc c'est leur maison, vraiment, autour. C'est chez eux. C'est des terres qui ont appartenu à leurs grands-parents. Et donc, c'est quand on voit une culotte prête ici à Paris, on ne se rend pas compte que c'est des champs, oui, parce qu'on a l'habitude de voir des grands champs, mais ce n'est pas une monoculture. C'est des petites terres, et à la fin, ça donne beaucoup de quantité. Et c'est une autre façon de vivre aussi, plus respectueuse, plus naturelle, plus humaine. Ouais. Okay. C'est des voisins, on se retrouve ensemble pour célébrer la récolte. C'est humain. Ok. De toute façon, on va le détailler. On va parler des artisans qui travaillent avec toi. Qui récolte le coton précisément? Parce que je crois que tu as changé de coopérative. Il y a eu quelques petits ajustements. Oui. Peut-être que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ces personnes qui travaillent avec toi. Pourquoi tu as changé de coopérative pour revenir un peu aux origines. Oui. Alors, la première coopérative avec qui j'ai commencé à travailler, c'était Coop Natural. Et en fait, ils sont certifiés, mais ils sont certifiés IBD. C'est une certification brésilienne qui, en plus, ils ont arrêté d'acheter. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de certifier. Je comprends, en fait, quelque part, qu'ils ont fait ce choix. Parce que la certification, elle coûte très cher aujourd'hui. Enfin, toutes les certifications coûtent énormément d'argent. Et quand on est une coopérative et que les artisans sont des petites familles, des fois, le choix, il est fait. Même si c'est organique, même en France, on voit aussi des gens qui vendent des choses biologiques et qui ne sont pas certifiés. Donc, c'est leur parole qui compte. Après, il avait, ma fournisseuse aujourd'hui, Francisca, on a eu aussi un coup de cœur. C'était le coup de cœur quand je l'ai rencontrée. Et donc voilà, et c'est tout simplement aussi parce qu'elle est certifiée EcoCert aujourd'hui. C'est l'une des très peu de personnes au Brésil qui a décidé de se faire certifier par une organisation internationale. C'est beaucoup de travail pour faire ça et c'est aussi très cher. Et donc, ce pari-là, je voulais quelque part la soutenir dans cette démarche parce que c'est très courageux, déjà d'une part, et ça montre aussi de son sérieux, quoi. Donc, c'est un niveau d'engagement. Et voilà, mais c'est international, c'est long à approuver, c'est long à ramener au Brésil aussi. Parce qu'il faut savoir que les gens qui font ça, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils soient sur la terre. Voilà, ça coûte cher de les ramener. Il faut payer les billets, il faut tout payer.
C'est énorme, mais c'est pas comme si c'était super important en fait. Je tiens quand même à le dire. Mais c'est une obligation que les entreprises ont. Voilà, on est dans un moment de la vie et de la mode. C'est ça que je veux dire, que ce changement de paradigme, il a besoin d'un genre de caution. Peut-être que plus tard, ça sera plus nécessaire, mais aujourd'hui. Oui, on espère que tout le monde sera que ça soit vraiment l'évidence. C'est ça, et qu'il n'y aura plus besoin de le dire, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a besoin peut-être pour se rassurer, parce que nous, consommateurs, consommatrices, on peut pas savoir comment ça se passe au Brésil. On peut pas. Donc voilà, ça permet de s'assurer que certaines règles sont respectées, quoi. Après, c'est pour ça aussi que j'ai accepté ce pari d'accompagner Francisca. C'est que elle, ça fait 15 ans qu'elle fait ça. Elle a sa marque. C'est les terres dans lesquelles sont cultivés le coton. Elle fait partie de la coopérative, donc elle connaît tous les agriculteurs, tous les noms, tout le monde, voilà, par cœur. Elle passe beaucoup de temps dans les champs. Son bureau, il est à, je sais pas, 300 km. Donc, elle travaille tous les jours avec eux. Elle le cultive, elle le récolte, elle le tisse, elle le produit. Enfin, on a tout dans la main. Et ça, c'est génial. Et moi, pour être née là-bas, c'est aussi, je me sens aussi très responsable de tout ce qui se passe et aussi quelque part, d'hériter cette démarche de Francisca. Parce qu'il faut des gens, il faut une nouvelle génération pour continuer son travail après aussi. Et je ne suis pas sûre qu'elle a trouvé des gens encore pour la soutenir à 100%. Parce que c'est pas une marque qu'elle a, hein, c'est un combat. Ouais. C'est important pour toi de préserver cet héritage, du coup, de là d'où tu viens. Il s'est avéré que c'était finalement très important. Ouais. Après ta remise en question et ton mois sur place, tu t'es rendu compte que c'était important. Ah oui, ouais. C'était un genre d'épiphanie, quoi. Je sais pas, il a un grand caillou qui est tombé sur ma tête. C'était d'une évidence et... Je dis pas que c'était facile, mais parce que derrière tout ça, il y a aussi un deuil qui se fait. C'est le deuil d'avoir été quelqu'un qui a réussi à arriver à Paris, qui a réussi à travailler dans la mode, une espèce de fierté et d'orgueil. Et c'est aussi vertigineux quand on se dit qu'on n'aura plus d'argent. C'est très compliqué, concrètement. Dans l'absolu, c'est facile. Dans la tête, on se dit, oui, je vais faire ça, enfin, c'est pas grave. Et là, concrètement, quand on regarde le compte et qu'on se dit d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Et là aussi, cette étape-là, c'est super dur. Mais c'est comme j'ai dit, je tiens à le dire parce que quand Francisca, elle m'avait donné rendez-vous à 5h du matin pour aller dans les champs. Et c'était vraiment très tôt, ça. 5h du matin, c'était vraiment tôt. Et je me rappelle d'être arrivée un peu de mauvaise humeur et il faisait une chaleur déjà. Genre à 7h du matin, c'était 40 degrés. Sous plein soleil, vraiment. Et j'ai rencontré ces gens et je suis tombée, j'ai presque les larmes aux yeux de dire ça parce que c'est ma terre, c'est ma culture. Il n'y avait rien de nouveau en fait, mais tout avait changé, tout était différent en fait. J'étais une autre personne et j'étais rentrée dans une espèce de rituel où tout allait, Et donc le deuil déjà de cette vie. Et donc, le renouvellement d'une nouvelle personne et l'acceptation aussi que ça passe par une petite remise en question financière. Ça, c'est sûr, c'est pas évident. Oui. Et donc, tu parles d'une coopérative. Concrètement, ça fonctionne comment pour qu'on se rende compte un peu de comment travaillent ces agriculteurs, ces personnes qui récoltent le coton ? En gros, c'est vraiment Francisca qui fait ça. C'est elle qui va voir les agriculteurs et qui leur dit écoutez, moi, si vous voulez cultiver du coton, j'ai pas assuré l'achat du coton. Et donc, à ce moment-là, eux, ils prennent leur décision. Après, elle explique qu'il faut adhérer à la coopérative. Et donc, ils vont tous récolter ensemble. Mais en général, au début, c'était très compliqué de faire ça. Mais c'était il y a 15 ans. Maintenant, c'est surtout beaucoup plus facile parce que les gens, ils savent déjà de son sérieux. Ils connaissent déjà les résultats, en fait, du travail. Mais concrètement, c'est ça. Elle arrive dans une ville où il y a des gens qui ont commencé timidement à faire ça. Ça prend même 1 an, 2 ans pour voir le résultat. Et petit à petit, ils ramènent leurs voisins, ils ramènent leurs enfants et tout le monde se met à cultiver ensemble. Donc, c'est vraiment au porte-à-porte. C'est comme ça qu'elle arrive à avoir ces gens.
Et ça a été compliqué pour la coopérative de mettre en place des techniques biologiques, de mettre en place cette culture biologique du coton. Parce que qu'est-ce que ça sous-entend de faire au Brésil ? Tu me dis la terre, elle est quand même aride. Voilà, est-ce que ça a été un peu compliqué ou finalement, vu que le coton était sauvage et qu'on s'est rendu compte qu'il arrivait à pousser malgré les conditions, ça a été plutôt simple peut-être, je sais pas. Non, c'était compliqué en fait. C'était compliqué, mais c'est pas la nature, c'est pas la terre, c'est vraiment la culture. Parce que le pesticide, il faut savoir que ça a été implanté vraiment comme solution partout dans l'Amérique du Sud. Et pas que pour le coton, hein. C'est par exemple aujourd'hui c'est très difficile de trouver dans l'Amérique du Sud entière du soja pas transgénique. Ça a l'air fou, mais voilà, presque 100% du soja au Brésil aujourd'hui il est transgénique. Et c'était présenté comme une vraie solution à l'époque. Et c'était peut-être le cas. Enfin, moi je vais pas non plus aller jusqu'à dire que c'était une mauvaise idée, mais le fait est que c'est quand même un très grand pays et il a beaucoup de terre, donc c'est peut-être pas nécessaire, vraiment. Hein. Et surtout au nord-est, à un moment donné, il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est que dans les années où il pleut pas, juste tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va planter des choses qui n'ont pas besoin d'eau. Parce que déjà, trouver de l'eau pour boire et pour vivre, voilà, déjà, ça c'est une préoccupation première. Donc l'eau, elle est précieuse, il faut vraiment se rendre compte de l'évidence, quoi. Et donc, culturellement, oui, c'était compliqué. Après, bizarrement, ces gens, ils ont été... je pense qu'ils sont quand même sensibles. C'est des gens sensibles. Ils savent que... Enfin, ils gardent, en fait, je pense que quelque part, il y a une espèce de soulagement de pouvoir entretenir les pratiques ancestrales. Parce que ils ont tous grandi dans cette terre, c'est leur terre, et d'avoir changé les pratiques, peut-être que ça le touchait trop, leur personne. Et donc de revenir en arrière et de se dire, en fait, finalement, j'ai fait exactement comme mon grand-père me disait de faire. C'est une espèce de fierté. Et donc, oui, c'était très compliqué de dépasser la problématique culturelle. Aujourd'hui encore, hein, des fois, les instituts qui sont spécialisés dans l'agriculture, ils arrivent chez eux, ils disent écoutez, nous on a testé un tracteur en ce moment, c'est un très bon tracteur, il va te faire gagner en récolte, je sais pas moi, jusqu'à 200 kilos en plus par heure. Et finalement, en fait, le tracteur, il n'était pas non plus adapté à la terre parce que, voilà, il suffit qu'un gros caillou rentre dans le tracteur, il s'arrête, la pièce, elle vient de son polo, et finalement, la récolte, elle a été récoltée à la main comme c'était fait avant. Et donc, voilà, même aujourd'hui encore, ils sont face à des problématiques, qui est censée, la technologie, elle est censée rendre la vie plus facile. Et cette terre, elle revient toujours à son état sauvage. Donc, okay. Peut-être qu'il n'y a rien à faire, hein, il faut se laisser comme ça. Toi et eux, je ne sais pas si vous en discutez, mais quelle vision vous portez sur le Brésil aujourd'hui, sur la politique du président qui est clairement qui va pas du tout dans le même sens, quoi. Il ne soutient pas forcément les pratiques biologiques. Ça, vraiment, il a pas du tout mentionné sur son gouvernement. Et surtout, il ne respecte pas non plus les peuples autochtones. Et ça, c'est super grave, en fait. Parce qu'on ne peut pas être biologique et pas humain. Ça ne convient pas. Enfin, c'est ça va ensemble, contradictoire. Quoi. Ouais. Et vraiment, pour lui, je pense que l'équitable et l'écologique, c'est vraiment une perte de temps. Clairement. Et ça nous fait un peu peur parce que ce coton-là, il est un peu... il est assujetti au changement politique. Donc même régionaux et nationaux. Et à chaque fois, c'est comme si on recommençait le combat de zéro. Donc ça, c'est très compliqué. Et je ne sais même pas, Francisca, elle est... franchement, des fois, elle recommence de zéro, quoi. De rechercher encore de l'aide, de rechercher encore de... Je me souviens qu'elle me disait, moi, quand je suis arrivée dans les champs, pour voir les gens, pour voir comment ils allaient... on en allait commencer la coopérative, les gens, ils n'avaient pas de salle de bain. Ils n'avaient pas de toilette. Donc ça date, mais aujourd'hui c'est différent. Mais voilà, enfin, on avait quand même besoin de ce gouvernement pour pouvoir au moins assumer le basique. T'es optimiste toi quand même quand tu vois la situation au Brésil ou... Après oui, je suis optimiste parce que ces gens ils sont tellement
C'est des gens simples, mais je pense que la vérité, elle est là-dedans, en fait, dans cette simplicité. Et tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment vivre correctement. Et vivre correctement, c'est un quotidien, c'est tous les jours, un peu. C'est pas, aujourd'hui, on est au top, à demain, on ne sait pas comment on va faire. D'ailleurs, ça me fait penser à Francisca, parce que cette année, j'étais avec elle dans le salon Première Vision. Et dans ce salon, à un moment donné, il y a Zara qui est passé. Comme tous les ans, il passe, il demande des échantillons et elle décide à chaque fois de pas les donner. Enfin, c'est pas lui donner les échantillons, mais c'est de pas avoir une relation avec Zara. Parce qu'elle sait que ça va être beaucoup d'un coup et peut-être zéro après. Donc voilà. Et même ça, même dans la vente, elle essaie de garder une constance. Elle essaie de garder la main sur un projet. Par exemple, Panapana, pour elle, c'est un projet qu'elle soutient. Donc, elle sait qu'une partie du coton va être dédiée à Panapana aujourd'hui. Parce que c'est à taille humaine. Parce que c'est à taille humaine, oui. Et que, déjà, j'ai la chance de pouvoir dire que je suis née dans cette terre, et c'est vrai. Mais ça, c'est un plus. Mais aussi parce que j'essaie de garder toutes les valeurs d'une pratique écologique. Et ça lui va. C'est chouette d'avoir cette démarche-là, je trouve. De dire on reste à taille humaine, on garde le contrôle sur la façon dont on produit, sur où va notre coton. Finalement, c'est un peu ça la mode responsable, et j'espère qu'on va tendre uniquement vers ce genre de pratique, quoi. Enfin, ce serait chouette. Ouais. Je dis pas que c'est facile, parce que c'est très très dur, même des choses bêtes. Hein. Nous, on fait des soutiens-gorge, on ne sait pas encore comment remplacer la tâche de soutien-gorge pour un truc plus écologique. C'est-à-dire que le fil, il est en polyamide, il a un peu de nylon. Le coton, on a déjà enlevé le nylon. Mais les objets, enfin les attaches qui vont avec, on n'a pas trouvé une solution encore. On est en train de faire des tests avec des choses plus naturelles, biodégradables. Mais voilà, quoi. Enfin, des fois, on coince vraiment. Genre, sur l'élastique, c'est clairement coincé. On n'a pas pu trouver une solution pour l'instant. Ok. Mais c'est intéressant. Comme ça, tu vas aussi petit à petit. Et de toute façon, un produit parfait n'existe pas. Donc, c'est juste tendre vers le mieux à chaque fois. Et ça demande aussi des moyens financiers. C'est pas évident quand on démarre, tout ça. Ah oui, ça, oui. Pour te donner une idée, là, en ce moment, on est en train de faire une recherche avec une personne qui travaille dans l'université de Brasilia. Elle, c'est une scientifique et elle aime tellement ce que nous on fait qu'elle est en train d'essayer de faire des tests pour voir si les culottes en coton sont vraiment acteurs de protection de fleurs vaginales. Juste ça, par exemple, ça nous prend déjà énormément de temps et c'est super important pour nous de prouver que c'est possible de revenir au naturel. Vraiment, concrètement, scientifiquement, c'est mieux si on revient au naturel. Voilà, si on peut éviter le nylon dans les culottes et tout ça. Donc, juste ça, c'est déjà un combat énorme. Et pareil pour les teintures naturelles. On veut aussi, si on peut essayer de juste prouver un peu que ça peut retarder les maladies. Voilà, parce que c'est tellement proche du corps. On le porte toute la vie. C'est tellement important, finalement, mine de rien. Enfin, c'est du basique. Mais c'est vrai que tous les jours, en tout cas, la création de la marque et la vente de produits, elle a été repoussée toujours un peu plus pour pouvoir s'engager vraiment derrière. Donc peut-être que on se dit aujourd'hui Panapana, finalement comment je peux l'acheter ? C'est des mini-ventes encore en pop-up, mais ça a une raison, c'est parce que on perd un peu de temps en faisant... entre guillemets, je précise que tu as fait les guillemets, mais on voit pas. Voilà, je viens de faire des guillemets virtuels. On perd un peu de temps, oui, parce que finalement, c'était mieux de revenir en arrière et de réavancer un peu avec un peu plus de certitude. Et moi, je peux vous dire que pour avoir été à cette place d'entrepreneuse qui avait vraiment besoin de commencer à vendre et qui était un peu impatiente, revenir en arrière, c'est super dur, quoi. C'est vraiment... des journées, on s'est remis en question tout le temps. On s'est dit, mais en fait, franchement, dans mon rétro-planning, j'aurais bien aimé juste commencer à vendre là. Et finalement, on va commencer à vendre en juillet, voire en septembre. Mais ça n'a jamais eu autant de sens. C'est-à-dire que là, la boucle, elle est bouclée vraiment. Et c'est la première fois que je la vois comme ça. Et c'est super important aussi.
Ça demande beaucoup de patience et de résilience, mais c'est important et c'est tant mieux que j'ai fait comme ça. Ok. Et c'est vrai qu'on se pose pas la question, mais nos sous-vêtements qu'on met directement au contact de notre peau et c'est les parties intimes, c'est hyper important de revenir à quelque chose de biologique, mais aussi en teinture naturelle, parce que toutes les teintures qu'on met, même si c'est du coton biologique, ce genre de choses, on sait pas trop les impacts que ça a finalement sur notre corps et notre santé. On n'en sait pas. Et je vais rajouter une chose, c'est que pour les femmes, c'est encore... Moi, je considère aujourd'hui que les mycoses, par exemple vaginales, c'est une épidémie silencieuse. C'est-à-dire que personne n'en parle, tout le monde en souffre. Et il était temps un peu de remettre cette question-là vraiment à jour. Franchement, je me rends compte maintenant de comment les gens ils souffrent en silence, quoi. C'est horrible de dire ça. Et surtout les femmes. C'est surtout les femmes qui souffrent en silence. Et j'ai été aussi face à ça après les recherches pour Panapana. Parce que oui, il y a mon cas personnel. Après, juste quand tu vois que ton cas personnel, ça devient juste le cas de tout le monde, et c'est vraiment à se poser des questions. Ouais, c'est vrai. Et si je dis pas de bêtises, tu travailles aussi avec un autre atelier qui s'appelle Matricaria. Oui. Je sais pas si je le prononce correctement. Non, c'est très bien. D'accord, qui fait de l'impression botanique, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et puis pourquoi tu as décidé de t'associer avec cet atelier? Alors, Matricaria, c'est Maïbé. Elle s'appelle Maïbé. C'est une fille géniale. Elle est brésilienne, en fait. Elle a fait des études à Londres. Et elle a fait notamment un master en environnement, un mode environnemental, et elle a découvert la teinture végétale et l'impression botanique dans ce cours. En fait, l'impression botanique, c'est quelque chose qui a été plus ou moins inventé par une femme anglaise, et c'est vrai que c'est comme des impressions, c'est très joli, c'est comme des impressions sur les tissus, mais c'est fait à base de plantes, vraiment 100% végétale. Et elle a ramené cette pratique au Brésil, et elle a pris le pari d'utiliser que les plantes brésiliennes. Et elle a réussi ce pari. Il y a plein de plantes aujourd'hui, des pigments, de couleurs que c'est elle qui a découvert. Des plantes qu'on ne savait pas qui faisaient des couleurs, elle a découvert. Voilà, donc après, il y a des plantes qui donnent des couleurs un peu de le monde entier. Hein. Chaque pays a sa propre qualité tinctorielle. Et donc elle fait ça au Brésil avec des plantes brésiliennes. C'est elle qui a fait les premiers prototypes de Panapana, c'est elle qui a fait les premières couleurs, qui avait décidé un peu la palette de couleurs de Panapana. Ça va clairement avec le coton naturellement coloré, parce que la palette, elle est un peu pareille. Et c'est avec elle aussi c'est grâce à elle en tout cas, que je développe mes idées ici en France, parce qu'il faut savoir que Panapana est une marque française, elle est basée en France. Et même si on travaille avec le Brésil, c'est pas une marque franco-brésilienne, c'est une marque française qui travaille au Brésil. C'était très important de décider ça au début, parce que moi, j'ai vécu en France depuis 12 ans, 13 ans bientôt. Ça allait être trop violent de juste redéménager. Enfin, c'est quand même toute une vie que j'ai créée ici. Il faut savoir que j'ai habité 12 ans au Nord-Est, 12 ans à Brasilia et maintenant presque 13 ans à Paris. À Paris. Donc, je n'appartiens pas à un endroit spécifique. Voilà, je ne pourrais pas faire ça comme ça, ce serait trop dur pour moi. C'est donc des tiers de ma vie que j'ai dédiés à des terrains et ça fait partie de moi. En tout cas, ici à Paris, j'ai aussi un atelier avec qui je travaille qui m'aide aussi énormément sur ça. C'est l'atelier Colore ton monde. Ils sont basés à Sceaux et ils font le même travail avec les plantes françaises. Et donc, pour moi, c'est génial de pouvoir échanger, en fait, faire cet échange de savoir-faire. Parce que j'apprends ici et j'échange avec Maïbé là-bas. Enfin, c'est du gagnant-gagnant, en fait. Ouais. Et ça avance très vite. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai appris à faire de l'impression botanique. J'ai l'intention de former des gens pour pouvoir ouvrir mon atelier donc à côté des champs de coton. Comme ça, tout est fait sur place. Et ça ne fait pas plus que 200 km, en fait. Entre le moment où on s'est récolté, tissé, filé, parce qu'il faut faire le fil aussi. Et tout ça, c'est fait dans le même endroit aujourd'hui. C'est un endroit qui s'appelle Senai. Et c'est la première fois où on a un endroit avec toutes les machines dédiées au coton naturellement coloré. C'était un combat de Francisca, ma fournisseuse, depuis des années. Et ça fait 7 mois qu'elle a réussi à avoir ça. Et pour nous, c'est le Graal, quoi. C'est maintenant... Okay. Ouais. Donc, elles sont confectionnées là-bas, du coup. Tes sous-vêtements sont confectionnés là-bas. Exactement. Ok. Ouais.
actuellement, c'est confectionné dans l'atelier de Francisca, parce qu'elle fait des vêtements aussi. Et elle m'aide aussi énormément avec les finitions et tout ça. Et puis, c'est une opportunité de former des gens là-bas, parce que tout ce qui est modélage et couture, ça existe, bien sûr, mais pas dans cette région. C'est pas une qualité de la région de savoir coudre des sous-vêtements, quoi. Et donc, on essaye quand même de former des gens là-bas. Autrement, je pourrais aller à Rio. Autrement, je pourrais aller à São Paulo. Mais c'était pas le but. Le but, c'était vraiment de pas déplacer les pièces, rester dans le même endroit. Et ça, c'était aussi pas évident. C'était super dur. Franchement, c'est super dur. Un défi de rester dans ta région natale, quoi. C'est ça. Mais c'est bien, c'est un beau défi, moi, je trouve. Et d'ailleurs, tu parlais de la France. Pourquoi tu as décidé de venir en France, alors, il y a 12, pratiquement 13 ans? Oui. Alors, je suis venue en France parce que j'avais un copain à l'époque, il était franco-brésilien. Et donc, logiquement, lui, il est venu faire ses études. Je l'ai accompagné. Après, j'ai commencé à faire mon école de mode. J'ai fait une école qui s'appelle Studio Berceau. C'est une école assez connue en France. Et après, on s'est quittés. Pendant mes études, on s'est quittés et j'ai retrouvé mon compagnon d'aujourd'hui, qui est le papa de mon fils, et avec qui j'ai vu une histoire d'amour qui dure depuis des années. Enfin, donc, j'étais obligée de rester. C'est vraiment par le cœur que je suis venue et je suis restée par le cœur. Par le cœur aussi. Ouais, d'accord. Et pourquoi t'as décidé de basculer du journalisme à la mode? Qu'est-ce qui t'a motivée? Alors, la plus grande motivation, c'était vraiment le côté créatif. C'est-à-dire qu'au Brésil, en fait, il n'y avait pas vraiment... en tout cas, à mon époque, il n'y avait pas vraiment des écoles de mode où j'habitais à Brasilia. Et j'étais tout le temps obligée d'aller couvrir des événements mode. Et ça m'avait... déjà, en fait, mes tantes, toute ma famille, toutes les femmes de ma famille savent coudre. On sait faire du tricot, du crochet, de la broderie. En tout cas, à l'école, au Nord-Est, j'ai appris à broder à l'école. C'était vraiment un truc de cette région, quoi. C'est une manière de vivre aussi. Et donc, naturellement, déjà, j'étais très attirée par tout ce qui était création de vêtements. Et après, c'est pareil. Un jour, je me suis juste rendue à l'évidence que j'étais très attirée par ça. Le journalisme, c'était aussi désenchanté. En fait, ça m'a désenchantée. Surtout parce qu'il faut savoir que j'ai été stagiaire au Sénat pendant plus d'une année. Et c'est là où j'ai dit au revoir vraiment au journalisme. C'était que si je ne pouvais pas faire ça proprement, j'étais désabusée en tout cas. Et alors, le choix aussi des sous-vêtements, comment il s'est fait? Parce que c'est vrai que tu aurais pu choisir de faire du t-shirt, par exemple, ou autre chose. Pourquoi le sous-vêtement? Pourquoi le sous-vêtement? Il y a deux raisons. Une qui est super bête, c'est que mon fils de 4 ans, quand il a commencé à porter ses premiers caleçons, j'ai voyé quand même que sa peau, elle était très irritée, des côtés comme ça, souvent. Et je me suis rendu compte que c'était à cause des sous-vêtements, parce que c'est une peau toute fine. Et il faisait des mini-allergies comme ça. Et donc, j'ai commencé à chercher des solutions. Et ensuite, parce que c'est des produits de première nécessité quand même. Ça fait partie des choses qui font souvent... ça fait souvent partie de la liste des premières nécessités, comme le shampoing, les dentifrices. Et je me suis sentie utile, en fait. Je me suis sentie très utile de créer des choses naturelles de première nécessité. C'est-à-dire que même, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est l'apocalypse. On aura quand même besoin de ce vêtement, probablement. Et voilà. Ok. Non, mais ça paraît plutôt logique. C'est pas bête comme raison. Non, c'est plutôt évident. Et donc, tu le disais, donc tu as fait une école de mode, tu as eu quelques expériences dans ce domaine-là. Et je me demandais à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile et tu t'es dit, moi, j'ai envie de faire quelque chose de bien. Alors, la plus grande évidence pour moi, c'est parce que faut savoir que je travaillais dans le luxe, surtout, chez Isabelle Marant, pendant plusieurs années. J'ai été tout chez Isabelle Marant, stagiaire, CDD, CDI, et j'étais surtout dans la prod et dans le développement. C'était une super expérience et suite à ça, je suis allée travailler au Galeries Lafayette où j'ai été personal shopper. Donc j'ai été styliste personnel, j'ai aidé les gens à s'habiller. C'était des gens quand même assez aisés parce que ce service-là, il est consacré vraiment aux personnes qui ne peuvent pas descendre dans le magasin.
ou aux personnes qui n'ont pas le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est réservé à des enveloppes assez importantes. Mais là, concrètement, c'était de la vente. C'est là où j'ai appris à vendre. Et c'est pas ça qui était mauvais, c'est que le rythme, il était vraiment frénétique. C'est-à-dire qu'à chaque 6 mois, on changeait tout le magasin. Et moi, il fallait que j'apprenne tout par cœur. Et c'était même pas un effort, mais c'était le volume qui a commencé vraiment à m'impressionner. Et en plus, j'ai voyé ces pièces qui coûtaient tellement cher à la base, revenir à tellement pas cher en solde. Enfin, c'était fou, quoi. On se félicitait de trouver un truc qui coûtait avant 700 € pour 70. Enfin, et à un moment donné, vraiment, ça a commencé à ne plus avoir du sens. C'était une espèce d'overdose de produits et de pratiques de vente. Mais c'est leur métier. Hein. Moi, je ne peux pas remettre en question leur métier. C'est toute l'histoire des Galeries Lafayette, c'est vendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aux Galeries Lafayette, du coup? Donc, mais j'ai appris énormément. Mais je pense qu'il y a que comme ça où il aurait fallu vraiment ça, une overdose de pratique pour que je puisse me rendre compte de mon vrai chemin. Le commerce, il est en changement de paradigme de toute façon. Je ne suis pas la seule, même le magasin, il se rend compte, tout le monde se rend compte. C'est important de se remettre en question. Et moi, c'était un peu avant, c'est tout. Ok. Et donc, c'est à partir de là où t'es partie un mois c'est exactement, oui, à nouveau dans ta région natale et il y a eu tout ce processus de changement. Tout est arrivé un peu en même temps, toujours comme ça, de toute façon. Très bien. Si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi? Je te répondrai non. Je ne suis pas engagée, je ne fais que mon obligation. Parce que ça m'a été donné presque comme un cadeau. Et c'est une obligation aujourd'hui. Ok. Donc, tu ne te considères pas comme une personne engagée? Non, parce que quelque part, l'engagement, en tout cas pour moi personnellement, il me ramènerait à une espèce de prix que j'aurais à la fin, alors que non, c'est pas l'Oscar, c'est juste vraiment sauver la planète. C'est du basique. Ok. Et donc, ces valeurs-là, elles t'ont été transmises comment, tu penses? Je pense que il y a une espèce de hypersensibilité qui s'est toujours installée, qui était chez moi et que j'ai essayé de repousser longtemps parce que les femmes, il faut qu'elles soient fortes, il faut qu'elles soient prêtes, il faut qu'elles soient voilà. Mais c'est cette hypersensibilité qui m'a permis de me rendre compte de la nécessité d'être comme ça en fait. Voilà, j'ai reconnu que je suis quelqu'un de sensible. C'est ça. Ok. Et cette sensibilité, tu penses qu'elle t'a permis aussi de retrouver la terre, l'envie de protéger la planète et cette envie de bien faire? C'est ça. C'est intrinsèque. Très bien. Et alors, la dernière question rituelle de ce podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie? J'ai beaucoup de modèles, oui, effectivement. Des gens pas forcément connus. J'aime beaucoup voir, j'ai suivi beaucoup l'exemple de ma mère. Je l'écoute beaucoup, en fait. Ma maman, elle m'a eu quand elle avait 16 ans. C'était un enfant, elle a tout appris en même temps que moi, quasiment. Et aussi ma sœur, qui est médecin, qui est pédiatre et qui fait une médecine presque de guerre au nord-est du Brésil et qu'elle aime ça. Elle gagne pas beaucoup d'argent. Et elle vit d'une manière très simple en aidant les gens qui c'est pareil, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ça lui suffit et ça me rappelle vraiment, ça me ramène au basique. Ensuite, je suis toutes les femmes en fait en général. Ça peut être une femme que je ne connais pas dans la journée. J'ai croisé quelqu'un dans le métro et cette femme peut m'inspirer visuellement et humainement en fait. C'est souvent les femmes, les petits gestes du quotidien. C'est des choses qui peuvent paraître ça peut passer inaperçu, mais des fois ça a des grandes réponses en fait dans ma vie. C'est se remettre en question, c'est un exercice très très dur. Et moi, je me suis remis en question. Ça fait 1 an et demi maintenant que je me remis en question. Pana n'a même pas 1 an encore. Et donc, j'ai été revenue dans une espèce de nécessité où je demande beaucoup des gens autour de moi. Je demande beaucoup d'aide. Et de devoir demander de l'aide me remet dans une position de nécessité. Et c'est souvent, c'est là où j'ai vraiment découvert une force intérieure féminine. C'est que les femmes autour de moi, mes copines,
ma belle-mère, ces gens-là, ils sont vraiment avec moi tout le temps, quoi. Enfin, les hommes aussi, hein. Mais je suis vraiment dans une phase de reconnaissance de pouvoir féminin très important qui n'existait pas avant, en fait, ou qui je ne reconnaissais pas avant. Et je me rends compte vraiment qu'aujourd'hui, par exemple, Panapana, elle est entourée que des femmes. Et donc, ce serait difficile de nommer une personne aujourd'hui parce qu'elles ont toutes vraiment tellement à m'offrir. Voilà, enfin, ma voisine Camille qui m'aide tout le temps avec Mathia, elle a un petit garçon aussi. Les deux Camille, d'ailleurs, elles sont deux. Ma mère à distance, enfin ma belle-mère, c'est énorme, quoi. Ces gens-là, ils sont là tous les jours pour moi. C'est homéopathique et à la fin, ça fait énorme. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, merci beaucoup d'avoir fait ce podcast. Moi, je le suis avec vraiment beaucoup de... Ça me soulage en fait aussi quelque part. C'est soulageant d'entendre tout ça et de savoir qu'on n'est pas seul parce que c'est une pratique un peu encore inconnue. Des fois, on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Voilà, c'était important. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à Élise d'avoir participé à cet épisode de Nouveau Modèle et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.